Bonjour, bienvenue à cette émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Julie Leblanc, votre médium multidisciplinaire et animatrice pour cette émission. En fait, la dernière du mois de mai. On a eu de la difficulté à placer Cameron Diaz parce qu'on voulait la mettre à la fête des mères avec Angelina Jolie. On voulait aussi la mettre avec Tom Cruise. On a essayé de la placer un petit peu ici et là. Et puis, finalement, on a décidé que j'allais la faire seule aujourd'hui avec vous. Qui ne connaît pas Cameron Diaz? Pas grand monde. Ça, c'est le fun. C'est vraiment une vedette qui est connue par tous. Il entre officiellement dans le patrimoine du Québec. Il est le 155e personnage historique au sein du répertoire du patrimoine culturel au Québec à être intronisé. Au niveau des sportifs, en fait, il y a Louis Cyr. Puis ce sont les deux seuls sportifs dans les 155 personnages, mais il y en a déjà plusieurs qu'on a vus déjà dans le cadre de nos émissions, dont entre autres Jacques Parizeau et Louis-Joseph Papineau. Et comme la fête du Patriote vient de passer, j'ai eu un bel échange avec Louis-Joseph Papineau dans l'énergie du jaune où, bon, il y a encore des inquiétudes par rapport à l'évolution de la société québécoise et du français et de l'histoire du Québec qui se déroule encore aujourd'hui sous nos pieds, que nous en ayons plus ou moins conscience. C'est ça qui se passe pareil. Et puis, bon, ben, j'en ai profité au niveau de la fête du patrimoine pour justement prendre un moment afin de me prier en lien avec les patriotes qui se sont démenés pour la conscience et l'évolution québécoise sous toutes ses formes. Malheureusement, on l'avait déjà faite lors d'une fête, d'un spécial fête nationale, donc on pouvait comme pas le reprendre au niveau de la fête du patriote de la semaine passée. J'ai vu les inquiétudes qu'il avait encore par rapport à notre société. J'ai pris le temps de mettre de la compassion. Je me suis tout simplement adoucie à cette énergie-là qui l'inquiétait pour permettre justement à ce que ça se passe mieux et que ça se libère. Donc, il y a un travail qui a été fait là-dessus avec Louis-Joseph, mais ça n'a pas été très, très long comme histoire, comme période d'échange, mais ça a été nécessaire tout simplement pour dire que j'ai bien souligné finalement ce moment-là pour le bien commun du Québec. Pour venir à Maurice Richard, quand j'ai regardé finalement s'il était honoré de ce prix-là, finalement, d'être devenu dans le patrimoine du Québec. Et puis, en fait, c'est surprenant, mais ça ne l'a pas vraiment dérangé. Ça le dérange pas. Il n'y a pas l'intérêt là-dessus. Il est comme ailleurs. C'est une zone énergétique où, bon, c'est pas très lumineux, c'est pas très éclairé. C'était une énergie qui était quand même assez dense, puis qu'il y avait aussi une comme disconnexion avec ce qui se passait au niveau de la Terre. Donc, pour lui, ça change rien. C'est plate à dire, on aurait aimé ça qu'il soit content, puis participer, mais il est tellement plus là que il y avait même de la misère à faire une référence sur son ancienne incarnation. Alors, il est vraiment rendu loin dans son processus d'évolution et de changement. C'était une petite note que je voulais vous apporter là-dessus. Voilà, Maurice Richard. Tant mieux si nous, on est capable de le reconnaître. Puis encore là, pourquoi lui et non pas Jean Béliveau? Tu sais, je ne sais pas qui décide de faire ce critère-là. Ah, en passant, petite annonce, Will Smith et Dwayne Johnson vont sortir un film de Popeye. C'est prévu pour en 2025. Alors, ce sont deux invités qu'on a fait et qui n'avaient jamais travaillé ensemble. Donc, Popeye va les ramener. Et bon, concernant la saga de Camelot de Alexandre Astier qu'on avait faite dans notre spécial Noël il y a 2 ans, bon, le film est annoncé pour la sortie le 22 octobre 2025, la saga 2, le Camelot, le deuxième volet.
Donc, si vous n'avez pas vu sur YouTube les 6 saisons de Kaamelott, je vous inviterai à plonger dedans parce qu'on va en reparler dans le courant de l'émission. Mais il y a une entrevue qui a été sortie avec Alexandre Astier qui dit justement que le deuxième volet va être un petit peu plus, pas glauque, mais un petit peu plus dramaturge un peu. Ce qu'il a laissé entendre dans la petite entrevue qu'il a laissée, c'est que il retourne dans ses fonctions du roi Arthur. Il y a des nombreux chevaliers qui sont en la quête d'un fait d'armes pour pouvoir récupérer leur place autour de la table ronde, mais que Arthur est un peu dépressif. C'est comme un fardeau de gérer tout ça encore. Alors, ça va rester une comédie parce qu'Alexandre Astier est vraiment une personne qui maîtrise l'humour, mais encore là, la dépression d'Arthur qu'on voyait dans la saison 5 revient à ce qui paraît. Alors, ça va être à suivre aussi à ce niveau-là. Concernant les retours qui restent à faire, je vous dirais que je suis un petit peu ce qui se passe au niveau de la carrière de Patrick Roy parce que ça bouge beaucoup pour lui depuis quelques semaines. Et puis, ce que je lui souhaite et de comment je l'accompagne à travers ces nombreuses nouvelles qui sortent, c'est vraiment dans la compassion et le souhait qu'il puisse débloquer son don de gagner. Alors, je l'accompagne vraiment dans cette optique-là pour vraiment qu'il puisse réussir à aller chercher le meilleur en lui pour le bien commun de tous. Alors, je suis le dossier, même si j'en parle pas longtemps. Je lui souhaite vraiment de revenir à qui il est dans la magnitude de son don de gagner. La dernière fois que j'en avais parlé, bon, c'est la vedette qui a le don de gagner à son plus haut, mais c'était bloqué à 47%. Alors, je le suis, son homme, tout simplement, à ce qu'il puisse comme se dégager de tout ce qui le contraint à rentrer pleinement dans son plein potentiel. Alors, je suis le dossier, même si j'en parle pas à toutes les semaines. Concernant le film Michael de John Travolta, qui a été fait en 1996, j'avais dit lors de l'émission qu'on le trouvait nulle part. Bien, imaginez-vous donc que notre recherchiste a fait des démarches et a trouvé qu'il était disponible et accessible sur YouTube. Alors, je voulais juste vous le dire, si vous vouliez rafraîchir vos souvenirs de ce véritable classique et, si on peut dire, chef-d'œuvre de John Travolta, bon, vous pouvez le voir sur YouTube. Enchaînons avec la première trame sonore de l'émission. J'ai choisi de vous partager en fait une scène du film Le Masque, oui, avec Jim Carrey, évidemment. C'est la scène de la fin. Il y a une scène au début où elle chante, mais j'ai pas trouvé la scène au complet, donc le moment où elle chante et où il danse. Donc j'ai été obligée de choisir entre un ou l'autre. Et bon, j'ai pris celle de la danse, mais évidemment, quand tu regardes le haut niveau de danse, à un moment donné, tu te dis, ouais, ben, c'est pas Jim, puis c'est pas Cameron. Mais en tout cas, ça nous donne bien l'impression que c'est eux. C'est pour danser, c'est pour justement s'amuser. J'ai trouvé que c'était une très belle trame sonore à vous présenter. Et je vais vous avouer, dans mes goûts personnels, là, c'est le film où elle a été le plus belle. Je m'en allais dire en beauté. Oui, la manière que ses cheveux sont placés dans ce film-là fait en sorte que c'est le film où elle est la plus belle. Dans les autres films qu'elle a fait, ensuite, on perd de cette beauté-là. Je ne sais pas si le fait d'avoir les cheveux aplatis, coupés, en bas des oreilles un peu. Bon, c'est pas qu'elle est plus belle, mais elle est beaucoup moins belle. Je trouve que Le Masque est le film où elle a été le plus belle de toute sa carrière. J'ai été surprise de ne pas retrouver cette beauté-là dans les autres qu'elle a fait à la suite. Donc oui, c'est le film qui me l'a fait connaître. Alors je trouvais que c'était bien de commencer la trame sonore avec cette chanson-là.
Cameron Diaz, écoutez, c'est une âme qui a cheminé, OK? À la base jaune, mais son jaune a évolué. Est-ce que c'est la maturité? Est-ce que c'est le fait qu'elle a été responsable d'honorer son plan de vie? Est-ce que c'est parce qu'elle a accepté d'évoluer, de bouger? Bref, son jaune a changé un petit peu en blanc pendant le processus de son incarnation. Mais dans le cas de Cameron, il y a quelque chose qui n'a jamais comme débarqué de ses énergies et c'est une boule verte. Au début, je me demandais, je dis, c'est-tu de l'émotion? C'est-tu quelque chose en lien avec des leçons de vie ou quoi que ce soit? Non, c'est une particularité qu'elle porte en son âme. Donc, c'est une lueur, ben, quand même assez grosse, je vous dirais, l'équivalent peut-être d'un ballon de basketball qui est vert et qui ne bouge pas, ça ne déloge pas. Et ça explique un peu son côté aventurier. On voit un petit peu la guerrière dans ses films où, bon, elle est très douée pour les films d'action, pas juste les comédies, en fait, une chance, parce qu'Action Comédie, elle a vraiment un créneau pour aller toucher le plus de monde. Si elle avait été plus dans les drames ou dans des histoires un petit peu plus sordides, un peu, ça aurait été difficile pour elle de percer, mais elle a vraiment réussi à trouver son créneau. Donc, le vert est important chez elle, même si ce n'est pas une couleur dominante, parce qu'elle a réussi finalement à développer son goût pour l'aventure. Et c'est une énergie aussi qui a apporté beaucoup de chance. Euh, ça, dans le cas de Cameron, on voit qu'elle a énormément mis beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Elle s'est investie outre mesure, au-delà même de ses propres limites. Assez même que elle a déjà comme mentionné à quelque part, ça montre, je pensais pas vous parler de tout ça, mais elle disait qu'en tournage, quand elle était sur un projet de film, qu'elle devenait la chose, si on peut dire, du réalisateur qui voulait maximiser finalement son impact au niveau, ben, probablement du box-office et des codes d'écoute. Donc, elle a été surutilisée, si on peut dire, dans chacun de ces projets dans lesquels elle s'investissait totalement. Donc, ce que je vois un petit peu, c'est que son blanc est beaucoup porté sur la droite et il y a un ressentiment qui est porté au niveau de son plexus. C'est peut-être un petit peu de rejet, mais on voit qu'au niveau de sa lignée familiale maternelle, il y a quelque chose qui la ronge dans son plexus. C'est pas une peur comme telle, mais c'est suffisant pour ronger son sentiment de paix intérieure. C'est pas qu'elle doute, c'est pas qu'elle remet en question sa féminité, mais si ça bouge dans son plexus, il y a une avalanche de peur qui va débouler parce qu'il y a beaucoup de orangé dans son plexus qui ne devrait pas être là finalement. Et c'est là, je vous dis, elle est hantée par des mensonges qui ont été enfouis depuis longtemps et ben, ça a monté une espèce de montagne de peur qui a toujours été maintenue et contenue. Et en même temps, il y a une vision un petit peu agressive qu'elle porte en lien avec son père. Donc, je ne sais pas si elle a déjà été frappée, mais en énergie, on me montre que oui, au niveau du visage, par un homme qui représentait son père. Donc, on voit qu'elle a une structure familiale qui a bougé un peu. C'était pas réconfortant comme à souhait. Elle aurait souhaité vivre dans son nid familial et ça y a apporté des inquiétudes. Des inquiétudes à son succès, peut-être, mais par rapport au désordre que cela aurait pu engendrer dans sa vie. C'est une personne qui a coutume un peu de se faire... bon, c'est comme si elle distingue les faux amis des vrais. Et elle a tendance à se rapprocher des vrais amis de cœur, mais elle ne pardonne pas facilement. Donc, elle a un relais qui agit sur son système de discernement, si on peut dire, et qui est branché au niveau du troisième œil, mais c'est inquiétant un peu parce qu'il y a du jaune et du orangé. Un troisième œil en santé devrait être bleu indigo. Fait que encore là, elle est incapable de palper certaines parties qui font maintenant
des parties de son ego qui font partie d'elle, c'est ça que je voulais dire. Euh, mais en même temps, elle est comme la reine de j'enfouis tout ça dans le placard et je ferme la porte en espérant que ça va pas tout tomber un jour là-dessus. Ce qu'on peut dire aussi de Cameron, c'est qu'elle a une habilité avec les énergies orange, mais c'est un orange qui est très, très pâle. Donc, on voit que c'est un investissement par rapport à sa profession, à sa création. Puis, il y a plein d'idéaux qu'elle porte dans son deuxième chakra qui n'ont pas été nécessairement manifestés. Donc, elle a travaillé très fort et n'a pas pu étendre, si on peut dire, la manifestation des rêves qu'elle portait et qu'elle chérissait en soi. Entre autres, au niveau de l'entreprise. Fait que oui, son verre l'a sûrement aidé à développer une carrière très prospère. OK? Fait que oui, le don de la gestion et de ses finances et tout ça fait partie de ces attitudes vertes qu'elle porte. Mais on voit que la femme d'affaires en elle a été brimée. Est-ce qu'elle aurait voulu faire du commerce, avoir une entreprise, des produits, développer ça parallèlement? Exemple comme Jessica Alba ou Kate Hudson a pu le faire avec sa ligne de lingerie de yoga et de vêtements confortables. Bref, on voit qu'il y a une femme d'affaires qui est très présente à elle, qui a bouilli en elle mais elle n'a pas pris le temps d'aller dans cette direction-là. Pourquoi? Ce qu'on montre, c'est qu'au niveau de sa carrière, ça a été très intense. Comme je vous disais tantôt, elle s'investissait pleinement dans chacun de ses rôles, dans chacun de ses films. Fait qu'à un moment donné, le temps pour la réalisation de ses rêves a été comme un peu mis de côté. Mais quand elle a décidé de lever le pied sur sa carrière, parce que ça fait un moment où elle a décidé de prendre une pause, ce que je vois, c'est que ça a un lien avec la famille. Elle a décidé justement peut-être de se retirer. Je ne sais pas si la pandémie a eu un impact sur cette décision-là ou si ça avait été commencé un petit peu avant la pandémie, mais elle a décidé sur le tard d'avoir sa famille puis d'être là. Elle a fait preuve de courage en abandonnant un petit peu sa carrière, mais à un moment donné, ce que je vois, c'est que bon, quand tu as suffisamment d'argent, tu dis jusqu'où, tu sais, pourquoi toujours se dépasser? Puis j'ai vu que ça ne lui tentait plus. Tu sais, quand t'en as beaucoup, beaucoup, puis là, bon, tu veux prendre un temps pour toi parce que t'en as pas vraiment eu à cause que ta carrière, elle a vraiment succédé et enchaîné les succès des films. Et puis, bon, la maternité, ça lui a apporté de la douceur et du réconfort avec le désir de faire mieux par rapport à ce qu'elle avait reçu, elle, dans sa vie. Et puis, tout ça pour dire que il y a certaines personnes qui ont trouvé la clé pour la faire sortir, dont entre autres Jamie Foxx. Je ne sais pas si vous avez vu sur Netflix, mais elle fait un film avec où ce sont des anciens de la CIA ou des anciens espions qui ont mis leur carrière de côté afin d'avoir deux magnifiques enfants, mais bon, ils sont rendus ados et bon, le et là, ben, les parents sont réappelés de travailler un petit peu encore au niveau de leur fonction d'espion en réglant une situation qui menace leur famille. Donc, j'ai trouvé ça le fun que Jenny Fox a été capable de la sortir un petit peu de sa retraite. Elle est toujours très excellente. Puis, on voit aussi l'influence de son jaune dans ce film-là, excusez-moi, de son orangé dans ce film-là. Puis, ce que je vois aussi au niveau de ses projets futurs, oui, il y en a moins, mais elle va quand même continuer à apparaître ici et là lorsque ça sera vraiment une bonne histoire avec qui elle voudra participer et collaborer. Donc, dans le cas de Cameron, c'est un petit peu, on peut voir un peu la connexion que Jim Carrey a faite, c'est-à-dire quand les millions sont là, tu peux te permettre de remiser tes priorités et de faire un peu ce que tu veux. Mais dans le cas de Cameron, bon, ses rêves d'entrepreneuriat ont été encore tassés justement parce qu'elle a pris le temps d'accepter pleinement son rôle de mère.
Et puis, tout ça pour dire que elle a encore un sens de la réalisation et de l'émerveillement qui va nous éblouir. Donc, elle ne sera pas arrêtée et elle a aussi quand même une bonne discipline. On voit que dans une autre incarnation, elle a fait un collège militaire et par son don de la discipline, elle avait réussi, ben, parce que c'était un homme dans cette incarnation-là, avait réussi vraiment à monter les échelons très rapidement à cause de son sens de la débrouillardise, son intégrité, sa discipline à suivre le protocole. Et elle a, je vois dans son livre de vie, 52 incarnations où elle a maîtrisé les méthodes de guerrier, que ce soit un fermier avec une fourche jusqu'à justement des tirs à l'arc. Il était très bon dans le tir à l'arc. On voit aussi qu'il y a des incarnations asiatiques où elle maîtrise le samouraï. Donc, on voit que son âme a été quand même à maintes reprises sollicitée pour aller chercher des techniques de combat. D'où le pourquoi qu'elle est quand même en mesure de bien les rehausser, quoique c'est aidé par des fils par des câbles. Donc, quand elle fait dans Charlie's Angel des pirouettes, on voit que les effets d'Hollywood sont là, mais elle est capable d'embrasser la vibration parce qu'elle le porte en son âme. Ce qui m'amène à vous présenter la deuxième trame sonore de l'émission. En fait, c'est la troisième trame sonore de l'émission. Je vais sauter la deux. J'ai pris justement le classique, l'une des meilleures scènes de Charlie's Angel 1, justement, où il présente les trois femmes de Charlie, les trois anges de Charlie. Donc, c'est la partie qui présente justement Cameron Diaz. Puis, j'ai pris cette trame sonore-là parce que c'est vraiment un classique. Ces mouvements de danse, quand qu'elle se réveille, sont venus nous chercher. On les a toutes même essayé déjà de faire comme elle là-dedans. Son personnage dans Charlie's Angel a vraiment une belle innocence, une belle joie de vivre, une belle pureté qui représente très bien les énergies de Cameron Diaz. Ça a été comme parfait pour elle. Ce rôle-là, ça l'a fait beaucoup cheminer également dans son énergie. Mais quand elle fait ce film-là, on voit déjà que son jaune est pas mal passé en blanc, puis c'est son orangé aussi qui l'aide à avancer. L'orangé, là, j'en parle depuis tantôt, mais c'est pas une couleur propre à son âme, c'est une couleur dans laquelle elle va puiser pour aller chercher des forces. Donc, dans ce cas-ci, l'orangé vient de sa dernière incarnation où elle portait une âme orangée et la famille d'âmes orangées continue à l'aider dans la réalisation de ses fonctions dans cette vie-ci. Donc, elle a le privilège et le soutien de son ancienne famille d'âmes qui l'aide à compléter. Je voulais juste préciser ça aussi. Donc, dans le cas de Cameron Diaz, ce qu'on peut dire, c'est que elle fourmille de quêtes en lien avec son bonheur. Elle a touché plusieurs aspects, mais quand tu regardes au niveau de son ventre, elle n'a pas réussi à le toucher dans les fibres de ses profondeurs. Donc, on voit qu'elle est encore en quête de l'existence, à savoir quel est vraiment son bonheur intérieur et son vrai bonheur. Je dis pas qu'elle est malheureuse, loin de là, mais on voit que malgré tout, il y a un chemin qui s'est fait dans cette quête-là, philosophique ou spirituelle, puis elle a quand même encore tendance à trouver le chemin parce qu'elle l'a pas fait encore. De la manière que ça se présente en énergie, c'est un genre de labyrinthe blanc. Donc, elle a des questionnements qui n'ont pas de réponse. Elle a des idées qui n'ont pas été nécessairement concrétisées. Elle a un lâcher-prise aussi là-dedans parce qu'à un moment donné, elle avait l'impression qu'elle se faisait mal avec ces questions-là qui n'aboutissaient pas nécessairement à des réponses claires et concrètes. Puis en même temps, est-ce qu'elle a réussi à toucher sincèrement à ce qu'elle souhaitait vivre au niveau de ses aspirations du cœur profond? Non. Puis en même temps, ça a été comme compliqué parce que son rapport avec les hommes a toujours été un petit peu
compliqué. J'aurais dit peut-être difficile, mais on peut comprendre. Premièrement, une belle grande femme blonde aux yeux bleus, fait que déjà là, dans ses aspirations de mannequin, les gens l'abordaient ou voyaient sa beauté dans un premier plan, n'arrivaient pas non plus nécessairement à se rendre directement à la femme qu'elle est. On peut voir qu'il y a des similitudes dans la part de sa beauté que Marilyn Monroe a vécu aussi, mais Marilyn, c'était plus difficile parce qu'elle avait une déconnexion, un mécanisme de fuite qui faisait en sorte qu'elle n'était pas présente parfaitement dans toute son incarnation. Elle avait des périodes où il y avait des grosses déconnexions dans ses énergies. Cameron, elle est plus stable là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas trouvé la vie difficile. Ça on voit qu'elle a fait beaucoup d'efforts puis qu'elle est éreintée là-dessus. Ensuite, quand elle a commencé à faire beaucoup d'argent, là, c'était encore plus difficile parce qu'elle n'était pas pleinement responsable, pleinement solide et droite. Donc, elle a fait des expériences qui ont pu comme pas la diminuer, mais la rendre peut-être plus vulnérable, de faire des petits détours. Heureusement, elle ne s'est pas accrochée dans ces petits problèmes de détour-là. Puis elle a quand même réussi à s'unir avec sa force grâce aux jaunes et blancs qui l'ont vraiment aidé à s'unifier et à éviter de tomber dans les erreurs de drogue ou les dépendances quelconques, et également affectives. Parce que là, bon, tu as la beauté, mais ensuite tu as l'argent. Fait que déjà là, ça devient très difficile pour un homme de composer avec les deux éléments. Donc, qui était capable d'arriver à l'avoir dans son cœur? C'est drôle, je vois Justin Timberlake. Je savais pas qu'il y avait eu une relation quelconque ensemble, probablement cachée, parce que j'ai pas vu ça se mousser non plus au niveau du public. Mais c'est ça y prenait un homme capable d'accepter la fonction autonome qu'elle avait. Mais encore là, même si elle arrivait à ça, ça a été quand même difficile parce que dans sa fonction autonome, ce que ça créait un espace énergétique avec les hommes, entre autres, et qui amenait une certaine difficulté. Donc, l'homme pouvait respecter le fait qu'elle soit autonome, mais le cœur n'arrivait pas à se relier au cœur d'une autre personne. Fait que c'est comme un sentiment de protection, finalement, par rapport à sa vie amoureuse, qui a été difficile pour elle parce que justement, elle était un peu soumise par rapport à toute sa carrière et sa profession et ce qu'elle avait avancé là-dedans. Pour la partie de l'émission, ce qu'on va faire, c'est que la recherchiste m'a envoyé justement l'information de Cameron Diaz et je n'ai pas ouvert jusqu'à présent l'information parce que je voulais pas teinter ma vision avec le rôle de l'animateur, mais là, comme je suis l'animateur aussi, je vais être obligée d'ouvrir le document et de vous dire ce qu'on a trouvé au niveau des recherches. Bon, donc c'est une actrice américaine qui est née à San Diego, en Californie, le 30 août 1972. Et là, je fais une parenthèse. Le 30 août, c'est la fête de mon frère, puis je connais très, très bien ce modèle-là. Fait que quand je disais qu'il y avait un sens de l'introspection qui créait une distance, qui avait une difficulté justement de connecter de cœur à cœur avec quelqu'un. Je dis pas que tous ceux qui sont nés le 30 août ont cette difficulté-là, mais on voit que la Vierge, c'est un modèle introverti et justement qui amène juste des malaises relationnels. Fait qu'ils sont eux-mêmes, mais pas pleinement. Puis ils veulent aussi, ben, en tout cas, c'est ça, je vous disais, elle avait un problème d'étiquette. Les gens mettaient l'étiquette qu'elle voulait parce qu'elle prenait pas nécessairement la place d'être vraie pleinement, ce qui a créé une certaine distance un petit peu avec qui elle est. Mais en tout cas, tout ça pour dire que son père, Emilio Diaz, travaillait pour une compagnie pétrolière et que sa mère, Billy Diaz, était dans l'import-export.
Elle est d'origine cubaine et espagnole par son père, ainsi qu'anglaise, néerlandaise et allemande par sa mère. Fait que j'ai des frissons partout. Hey, 5 cultures pour l'aider, c'est incroyable. À l'âge de 16 ans, elle a été repérée par un photographe et elle commence sa carrière dans le mannequinat. Elle a été engagée par l'agence Elite et elle passe plusieurs années à travailler à travers le monde et obtient des contrats avec des grandes marques, dont Calvin Klein, Levi's, Coca-Cola et même Nivea. Et elle a même fait la page couverture du magazine Seventeen. En fait, elle se démarque avec son premier film, Le Masque. Et ben voilà, je vous l'avais dit tantôt, mais il a été fait en 1994. Puis elle devient célèbre instantanément avec un rôle titre dans la comédie Marie à tout prix en 98. Et puis, bon, ben, le reste de la décennie, elle entraîne des collaborations au niveau de Very Bad Thing, de Peter Berg, dans la peau de John Malkovich en 99, L'Enfer du dimanche, Olivier Stone, Vanilla Sky en 2001. Ah, Vanilla Sky, c'est avec Cameron, avec Tom Cruise, fait qu'elle avait fait, elle a fait 2 films avec Tom Cruise. Les gangs de New York, puis La princesse Fiona dans le film Shrek. Elle a aussi continué avec d'autres films, dont entre autres Les Allumeuses en 2022, Holiday en 2006. Ah ça, je vais vous le dire, Holiday, il est dans mon top de très bons films. Je suis très contente qu'elle a participé là-dedans avec Jude Law puis Kate Winslet. Donc, très bon film si vous l'avez pas vu. Elle a joué dans Jackpot, dans Annie. Là, j'en passe, hein, je vous les nomme pas toutes. Il y en a beaucoup, mais en tout cas, je vais chercher ses plus connus. Charlie et les drôles de dames, 2000, 2003 pour le deuxième. Night and Day avec Tom Cruise, justement, en 2010. Donc, elle en a fait plusieurs. Puis en 2018, elle annonce mettre un terme à sa carrière cinématographique avant de revenir sur cette décision en 2022. Fait qu'elle a eu un 4 ans de pause finalement avant la pandémie, puis elle a changé son fusil d'épaule en 2022. Elle présente un trouble de l'attention, TDA. Accompagné d'hyperactivité. Bon, ben ça explique pourquoi elle était capable de faire les très grandes journées par rapport à. Je comprends les efforts qu'elle a faits, puis à quel point ça a été demandant pour elle. Elle a réussi grâce à son déficit de l'attention. Voyez-vous, qu'il y a toujours moyen de transformer ça positivement. C'est pas parce que ça ne fit pas dans un système de base qu'automatiquement ça va nuire à l'expansion de qui elle est. Puis dans son cas, comme je vous dis, son trouble est venu soutenir les nombreuses, des nombreuses accomplissements, on va dire réalisations, mais en tout cas, ça lui a servi à avoir le train qu'elle avait parce que faut être solide à ne pas se reposer régulièrement. Et puis, elle fréquenté le producteur Carlos de Tor de 90 à 95. Après ça, à 22 ans, elle a entamé une relation avec le chanteur américain Vince Neil. Elle l'a quitté après 4 mois. Puis en 95, elle s'est mise en couple avec l'acteur Matt Dillon. C'était pas une bonne idée, cette relation-là. Ça y a fait du dommage. Il était trop chargé en entité. Pas de Matt Diamond, mais Matt Dillon, là. Il a joué, entre autres, avec Neve Campbell dans Paris Cruel. En tout cas, tout ça pour dire, il n'a pas tant été vedette, Matt Dillon, justement, à cause qu'il y avait des énergies bizarres. Puis à un moment donné, ça n'a pas bougé. Mais dans le cas de cette relation-là, ça a resté 3 ans car l'acteur n'était pas prêt à s'engager. Ça, c'est une bonne affaire qu'elle n'a pas misé son panier familial sur ce bonhomme-là. En 99, elle est devenue la compagne de l'acteur et chanteur américain Jared Leto, qui l'a demandé en mariage en 2002, mais après quelques mois de fiançailles, ils se sont séparés. En 2003, ah voilà, elle entame une relation avec Justin Timberlake, le chanteur et acteur américain, mais ils ont fini à se séparer en 2006. Et effectivement, il y avait une immaturité de l'acteur. Là, c'est moi qui rajoute l'information, c'était pas marqué ça, là, mais c'est de l'immaturité qui a fait en sorte que ça n'a pas marché.
Et puis, en 2007, Cameron a eu une brève liaison avec l'acteur-chanteur américain Therese Gibson. Puis, au printemps 2007, elle a eu une brève relation avec le magicien américain Chris Angel. Ça non plus, dans son plexus, c'était pas quelque chose d'harmonisé. Ça, il y a des peurs, il y a du noir dans son plexus en lien avec cette relation-là. Fait que je vais demander à ce que ça se dégage rapidement. Et en 2008, elle a été avec le rappeur américain Sean Combs avant de fréquenter le mannequin britannique Paul Sculford pendant un an. Et en 2010 à 2011, elle a été en couple avec le joueur de baseball américain Alex Rodriguez. Et en 2012, elle a eu une autre liaison, donc la deuxième partie de Sean Combs. Puis depuis 2024, elle est avec le musicien américain Benji Madden, avec qui elle se fiance 7 mois plus tard, quelques jours avant Noël. Le couple a réussi à se marier en 2015 et le 30 décembre 2019, ils deviennent les parents d'une fille prénommée Radix Madden, ayant eu recours à une mère porteuse. Ah, ça, c'est une raison pour laquelle elle a pu conserver son ventre si plat. Et en 2024, elle annonce la naissance d'un garçon prénommé Cardinal Madden. Bon, fait qu'elle a adopté puis elle en a porté un. Tant mieux, tant mieux. Moi, je me rappelle aussi quand j'ai eu ma première fille, ben mon ventre n'a pas été si déformé que ça. Fait qu'une grossesse, ça se rattrape très facilement. Mais je pense que les acteurs, les actrices, dis-je, ont un système de gaines. Ils se mettent des gaines très rapidement pour éviter que le ventre gonfle et tout. Ils ont des astuces pour cacher leur première grossesse, l'après de leur deuxième grossesse. Euh, En fait, en 94, elle a rencontré un agent d'élite avec les producteurs du film du Masque et elle a auditionné pour le premier rôle féminin. Elle n'avait aucune expérience d'actrice, mais elle a été finalement revenue. Elle a pris des cours pendant le tournage, puis le succès de cette comédie fantastique lui a rapporté, non, a été rapporté à 351 583 407 dollars, ce qui le classe au quatrième du box-office mondial en 94. Puis la propulse à 21 ans sur le devant de la scène et elle décroche un Golden Globe sur la meilleure actrice dans le film musical ou cette comédie. Ensuite, ben, ça a été des films indépendants. Puis, elle a réussi quand même j'en ai pas parlé tantôt, mais elle a fait un film qui s'appelle Le mariage de mon meilleur ami avec Julia Roberts. Et puis, c'est la deuxième trame sonore du film, en fait, que je vous partage. Julia Roberts est en amour avec Dermot Mulroney, puis lui est fiancé avec Cameron Diaz. Et pour se montrer meilleure et vouloir récupérer son ex-amour, finalement, elle veut humilier Cameron Diaz avec une chanson de karaoké. Et puis je l'ai mis parce que, bon, contrairement à la scène où elle chante au masque, on voit que c'est pas sa voix, tandis que celle-là, on sait que c'est sa voix. Alors, pour garder la cohérence dans les trames de sonore, j'ai mis une chanson où ce qu'elle avait vraiment chanté. Et c'est cette scène de karaoké que je vous présente dans le deuxième lien de la trame sonore, accessible dans les descriptions. J'ai aussi un film que j'ai beaucoup aimé avec Cameron Diaz en lien avec Ashton Kutcher. On a fait Ashton Kutcher qui était, pour vous rappeler, dominant jaune avec un rond rouge qui fait partie de ses couleurs à lui. Donc, elle était, bon, ben, dans son jaune-blanc avec son spot vert. Fait que on voit qu'ils n'ont pas nécessairement, au niveau de l'âme, une âme très pareille. Mais ça donnait quand même un très bon film, une belle comédie avec Ashton Kutcher. Fait que je l'aime bien, ce film-là. Jackpot. C'est un couple qui s'en va. Ben, c'est pas un couple, ce sont deux personnes qui se rencontrent à Las Vegas, qui boivent, qui se marient en étant sous l'état d'alcool et puis que le lendemain, bon, ils gagnent un lot, mais ils veulent se séparer parce qu'ils se connaissent pas, ils s'aiment pas. Fait que la juge, elle les oblige à habiter ensemble. Puis là, ben, en tout cas, ça essaie de se faire des coups et tout, mais finalement, ça donne en sorte que, bon, il y a une relation qui se développe entre les deux. Queen Latifah joue aussi dans ce film-là. Donc, Jackpot en 2008, très bon aussi.
D'après le classement en 2008 du magazine Forbes, ben, les gains de 2007 étaient estimés à 50 millions de dollars et alors que l'actrice était la mieux payée au monde devant Kyra Kingsley. Donc en 2008, elle a déjà été l'actrice la mieux payée au monde. Il y a un lien aussi avec Lady Gaga et Jennifer Lopez. En 2011, elle a été invitée comme jurée à la version française de l'émission X Factor. Donc, ça touchait un peu aussi ben, son côté artistique. Quoiqu'elle a sorti le film après qui s'appelait Bad Teacher, je l'ai pas trop aimé, celui-là. Une professeure qui pense qu'il va mieux pogner un homme riche si elle se fait faire des implants mammaires, là, puis c'est ça, il se fout un peu de sa profession. C'est pas très bon, mais quand même. En 2011, le magazine Forbes, encore, Cameron Diaz arrive à la huitième position des actrices les mieux payées du film américain avec une moyenne de 18 millions par film. Ben, elle a eu plusieurs échecs successifs, passage à l'écriture depuis 2011, 2012. Elle a joué entre autres Gambit, Arnaque à l'anglaise aux côtés de Colin Firth en passant. Elle a joué aussi dans la série Glee avec la chanteuse Jennifer Lopez. Il y a des rumeurs là, de mésentente entre Jennifer sur le tournage avec Cameron. Là. En 2013, elle a sorti le film Sex Tape avec Jason Segel. Bon, ça n'a pas été un super film, ça non plus. Mais effectivement, l'histoire aurait pu être bonne. Tu sais, tu fais une vidéo de sexe avec ton mari, puis tu l'envoies par erreur à toute ta connaissance, là. Ça peut être embarrassant. Mais en 2014, elle s'est un peu réconciliée avec le succès dans le rôle d'Annie, un remake du film de 1982 qu'elle a joué justement avec Jamie Foxx. Donc, c'est intéressant. Elle a été nominée au Razzie Award dans les catégories pire actrice principale en lien avec son Bad Teacher. Et puis ensuite, en 2020, tu vois, sur son départ, elle a annoncé, elle revient sur son départ dans un podcast de Gwyneth Paltrow et dit ne rien regretter de son choix et qu'elle est épanouie dans sa nouvelle vie. Ben, elle s'ennuie un peu, ça, c'est sûr. Bon, au niveau de ces années, ces films, bon, on a fait un tour. Il y en a plusieurs, là. Ça fait 4 pages que je pense, là, où elle a eu des... À toutes les décennies, tu vois, là, dans une année, elle peut avoir 3, 4, 5, 6 films. De la télévision aussi, elle en a fait. Bon, entre autres, Shrek. Shrek fait ma peur. Ben, toutes les Shrek, finalement. Donc, récompense, Show West Award, star féminine de demain. Et mariage de mon meilleur ami, meilleur rôle. Meilleure actrice pour Marie à tout prix. Meilleure interprétation féminine. Comédie American Award. Rôle le plus drôle. Pour Marie à tout prix. Blockbuster Movie Award. Movie Award encore. Pour Charlie Angels. Boston Society Film Critic Award. Meilleur rôle féminin dans Vanilla Skies. Elle en a eu plusieurs, tu sais. Oh mon Dieu, j'en ai nommé quelques-uns, là, mais on voit qu'elle a eu des Golden Globes, des British Academy Film Awards. Ouais, elle en a plusieurs. Des Satellite Award, la meilleure actrice. Il y a des awards que je savais même pas. Saturn Award, la meilleure actrice dans un second rôle de Charlie Angel. Ah, les films en ordre chronologique. Bon, les vedettes qu'on a faites, ils ont fait, bon, Jim Carrey, on l'a vu. Jennifer Aniston, She's the One. Keanu Reeves, Feeling, Minnesota. Julia Roberts, My Best Friend Reading, Johnny Depp, Las Vegas, Parano, Al Pacino, Les Héros du Dimanche, Drew Barrymore et Demi Moore, Charlie's Angels, le 2, parce que le 1, Demi Moore n'est pas dedans. Mike Myers, Eddie Murphy, La Chagrin de Shrek, bon, Vanilla, Tom Cruise, Vanilla Sky, Minority Report, Benoît, ils ont fait aussi Day and Knife. Leonardo DiCaprio, Liam Neeson, Gangs of New York, Shirley MacLaine, In Her Shoes, Kate Winslet, Holiday, Ashton Kutcher, Ce qui se passe à Las Vegas, J-Lo, Ce qui vous attend quand vous entendez un enfant, puis Colin Firth, Arnaque en anglaise. Bon, ben merci Benoît. Super les liens.
Bon, alors tout ça pour dire que je lui souhaite qu'elle se réunisse en son cœur et qu'elle accède à cette partie de profondeur-là qui la conduirait à être heureuse, à moduler son discernement pour que justement que la femme heureuse puisse attirer d'autres types d'approche et de relation avec les autres. C'est dans sa connexion, dans son apport relationnel, puisse passer par le cœur et non pas son mécanisme de discernement qui ne la met pas en valeur, si je peux le dire ainsi. Et puis, concernant aussi, ça semble pas vouloir, non, mais je m'excuse, mais je veux vraiment savoir quelles sont ses causes et je veux savoir aussi dans quoi elle s'est impliquée. Alors, je mets sur pause et je vais aller faire une recherche pour aller vous chercher l'information. Alors, Cameron est reconnu pour son engagement dans plusieurs causes, notamment la protection de l'environnement et la promotion d'un mode de vie sain. Oui, quand je vous disais sa discipline tantôt, c'est clair que ça va partout. Elle a écrit des livres sur la santé, le bien-être et le soutien des initiatives écologiques. Elle est également impliquée dans des œuvres caritatives liées à l'éducation et aux droits des femmes. Puis, concernant sa fortune, les estimations varient. Selon Stratus, elle aurait une fortune d'environ 140 millions d'euros, tandis que d'autres évaluent son patrimoine à 185 millions d'euros. Ses revenus proviennent principalement de sa carrière cinématographique, de ses investissements, de ses contrats publicitaires et de sa marque de vin bio Avaline. Bon, là, je suis contente d'avoir ça. Ça veut dire que l'entrepreneur a réussi à se développer. Peut-être pas suffisamment fort, mais je savais que c'était trop proche d'elle pour que rien ne se passe dans cette optique-là. Bon, fait que voilà, je savais, il fallait que j'aille voir. Ça me console. Je suis contente de savoir ça. Alors, on va lui souhaiter justement que son don de l'entrepreneur puisse justement se développer davantage, qu'elle trouve la route de son bonheur et qu'elle se contacte davantage avec du courage pour justement faire face au développement de son don de l'entre-gens qui va lui permettre justement de se voir et de renaître à qui il est, à qui elle est. Et puis, bon, concernant sa maternité, bon, c'est une possibilité, je vous dirais, toute petite, mais qui est encore là, qu'elle en adopte un deuxième, donc une famille de trois selon son plan de vie. Alors ça aussi, je suis contente d'avoir des précisions. Le deuxième, celui qu'elle a accouché d'elle, il y a un apport de lumière blanche avec il y a un rayon rose en haut de sa lumière blanche. Donc ça a été vraiment un moment dans sa vie qui a vraiment contribué à amplifier son énergie blanche avec justement la venue de cet enfant-là. Alors, tout ça pour dire merci d'avoir été avec nous, parmi nous. Merci beaucoup de votre souplesse. Et si vous voulez participer à l'émission, ne vous gênez pas, que ce soit en tant que recherchiste ou même animateur, il y a toujours la possibilité de vous intégrer à l'équipe. Et puis également, je vous annonce que dans les prochaines émissions, bon, la fête des pères s'en vient. On a décidé d'aller chercher René Angélil avec ses enfants. Et puis, bon, ce qui s'en vient, la fête du Québec. On a aussi Marguerite Bourgeois, Jean Talon qui vont être là. À la fête du Canada, on va avoir Pierre-Éliott Trudeau et Jack Layton qui va faire partie de l'émission. Alors, dans les semaines à venir, nous allons être au rendez-vous. Merci à vous d'y être également. Soyez bénis en ce jour majestueux. Heureux, bien accompagné, utilisez la compassion dans toutes les situations que la vie vous présente, bénissez tout et puis tout simplement aimez. Et ainsi, la trajectoire de votre évolution sera parsemée d'éblouissances de votre être, de votre âme, bien alignée à la réalisation de votre destinée. Soyez heureux et bénis. Je me répète, mais c'est vrai, je vous bénis. Namasté.